Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit étonnamment longtemps et voir ce qui se cache derrière leurs secrets de longévité. Pour nous éclairer, j'ai la joie d'accueillir le docteur Maxime Léger, médecin anesthésiste réanimateur en poste à l'hôpital UCSF à San Francisco. Maxime est passionné de médecine proactive et l'auteur de la newsletter À la source, dans laquelle il décrypte les dernières avancées scientifiques pour mieux comprendre la santé et agir concrètement au quotidien. Dans cet épisode, il va nous aider à faire le tri entre mythes, storytelling et vraies recommandations scientifiques. Ensemble, nous découvrirons comment les principes issus des zones bleues peuvent trouver leur place dans notre pratique de médecin généraliste et comment nous pouvons en faire profiter nos patients pour les aider à vivre mieux et plus longtemps. Salut Maxime. Salut, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On enregistre très tôt ce matin pour toi, tu es à San Francisco. Est-ce que tu veux d'abord te présenter succinctement Maxime, s'il te plaît, puis nous expliquer ce que tu fais là-bas ? Ouais, carrément. Donc je suis médecin, anesthésiste réanimateur de formation. J'ai un parcours académique et c'est via ce parcours académique que j'ai eu l'opportunité en fait de venir ici à San Francisco. Via mes contacts de recherche et en fait j'ai la chance de pouvoir exercer, donc j'exerce l'anesthésie au quotidien ici à UCSF, donc c'est en gros l'hôpital universitaire de San Francisco. Donc ça fait 2 ans que je suis là maintenant, ma mobilité commence à toucher à sa fin, mais en fait en parallèle de ça, je me suis intéressé à la médecine préventive, comment améliorer sa santé au quotidien et c'est en ça que je creuse pas mal tous ces sujets-là et ça m'a motivé à commencer à écrire la newsletter et les choses allant en avant, voilà, je me suis intéressé aux zones bleues et c'est comme ça que tu m'as contacté. Exactement, parce que tu es l'auteur donc la newsletter À la source, super newsletter, moi je la lis très régulièrement, et tu décryptes les derniers articles scientifiques que tu d'ailleurs critiques bien volontiers, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et la dernière que j'ai lue, c'était sur les fameuses zones bleues. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que ce concept des zones bleues pour un médecin qui n'en a jamais parlé ? Avec plaisir. Donc à la base, ça part quand même d'une recherche scientifique, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est 2 chercheurs, donc c'est un démographe et un médecin. Le démographe, c'était Michel Poulain, c'est un démographe belge, et Gianni Pes, qui était un médecin italien, qui avait eu en fait l'idée d'étudier des villages en Sardaigne où il y aurait potentiellement des personnes qui vivaient plus longtemps, des centenaires, et donc d'essayer de repérer en épluchant les registres de naissance et de décès, essayer de voir s'il y avait des villages où il y avait plus de centenaires que la population normale générale de Sardaigne et du reste du monde. Et donc en fait, il réépluchait tous les registres de Sardaigne et mettait un point bleu sur chaque village qui avait une démographie atypique. Et en fait, à force de mettre des points bleus, ça crée des zones bleues. C'est pour ça que ça s'appelle les blue zones. Et tout est parti de là. Et donc, ils ont fait un papier scientifique en 2004 qui peut être facilement retrouvé dans PubMed. Et donc, c'est cette recherche scientifique initialement qui a créé le concept de Blue Zone. Après, ça a été vraiment popularisé, ça a vraiment été mis au goût du jour via une troisième personne qui s'appelait Dan Buettner, qui est un écrivain de National Geographic, explorateur, qui aussi s'intéressait à la longévité en parallèle et qui, en lisant cet article-là, s'est mis en contact avec ces 2 personnes-là, a écrit un article qui a vraiment fait le buzz en 2005 dans National Geographic. Et ensuite, après, c'est devenu un business. Il a écrit un livre, une série Netflix, créé une société autour de ça qui a vraiment popularisé et mis au goût du jour le concept de Blue Zone. Mais initialement, c'était vraiment un concept scientifique, étudier des villages où il y avait plus de centenaires, et à partir de ça, essayer de trouver les facteurs qui expliquaient cette longévité exceptionnelle dans ces villages-là. Du coup, quels sont ces facteurs ?
Donc initialement, ce qui a été recherché, c'était des facteurs génétiques, comme on pouvait expliquer à un seul endroit que des personnes vivaient plus longtemps. Donc la génétique a été étudiée. En fait, la génétique, ça explique 20% de l'espérance de vie des personnes, peut-être un Hmm. peu plus lorsqu'on s'intéresse aux centenaires. Et donc il y a probablement d'autres facteurs intéressants à étudier. Donc on est venu par conséquence à étudier le mode de vie, et donc les différents facteurs du mode de vie. Donc c'est à partir de ça en fait qu'il a rédigé son article et ses livres. C'est de manière qualitative, hein, sur aucune donnée, c'était vraiment de l'observation, essayer de trouver à partir du mode de vie dans ces villages euh, les facteurs de santé qui pouvaient optimiser l'espérance de vie. Donc sans tous les citer, lui il en cite 9, mais sans tous les citer, globalement ça tourne autour de l'alimentation, essayer de faire de la restriction d'alimentation. Donc il dit qu'il faudrait atteindre 80% de sa satiété et pas aller jusqu'au 100% de satiété. Manger du végétal, donc lui il prône une alimentation plutôt végétale. Après c'est sur l'activité physique, donc c'est plutôt du mouvement au quotidien dans ces villages-là qui étaient ruraux. C'est sûr que c'est souvent des éleveurs de chèvres, etc., donc qui bougent au quotidien, en fait, qui font beaucoup de mouvements au quotidien. On en est aussi sur tout ce qui est la communauté. Donc, il prenait la pratique religieuse, euh, la place prépondérante dans la famille, garder un tissu social. Donc voilà, en gros, c'est les trois domaines qui sont mis en valeur par Dan Buettner et ses acolytes, et qui font partie du mode de vie et qui sembleraient être associés, en tout cas selon lui, à, à une longévité plus longue. Ok, donc les zones bleues, c'est, tu le dis, la génétique, ça inclut à 20%, ça participe à hauteur de 20% sur la longévité. Tu me parles d'alimentation, de restriction calorique, d'alimentation végétale, d'activité physique, l'importance de la communauté, du lien social et d'une spiritualité, du coup, avec la religion. Est-ce que la science est formelle là-dessus? Toi qui es un petit peu spécialiste du sujet et qui potasse un petit peu les articles sur ces thématiques, est-ce que c'est clair que les facteurs que nous venons de citer permettent de vivre plus longtemps? Si je reprends les Blue Zones, ça a quand même été critiqué depuis par les scientifiques, ce concept-là. En fait, les données sont pas hyper fiables au niveau des registres. C'est des registres de villages ruraux de Sardaigne. Il y Hmm. avait pas mal d'erreurs, les dates de naissance n'étaient pas standardisées, il y avait des personnes qui étaient en fait décédées, qui étaient quand même laissées vivants dans le registre. Donc probablement que le concept n'est pas aussi solide et robuste sur le plan scientifique que ce qui est annoncé initialement. Euh, N'empêche qu'après, en fait, l'intérêt je pense que ce qui est intéressant dans les Blue Zones, c'est que ça a mis au goût du jour ce concept de médecine préventive, de l'amélioration de ces facteurs de santé au quotidien qui peut optimiser en fait globalement la santé et la longévité. Et donc il y a eu des études depuis, hein, c'est parce que ça date de 2005, donc maintenant ça fait il y a 20 ans. Donc il y a eu des études depuis, les domaines qui semblent avoir le plus de données, c'est quand même celle sur l'activité physique et le mouvement au quotidien. On sait bien que les personnes qui ont plus de pas au quotidien sont celles qui ont moins de maladies cardiovasculaires, de risques cardiovasculaires et qui ont moins de mortalité. Euh, Tout ce qui est nutrition, alimentation, c'est plus compliqué parce que les études en nutrition, c'est compliqué de les faire. Mhm. Sachant qu'on modifie notre alimentation au quotidien, qui peut dire que pendant 10 ans, il a mangé exactement le même plat tous les jours. Et puis c'est des études qui sont longues à faire. Essayer de suivre des personnes sur 10-20 ans, c'est excessivement cher. Donc en fait, des essais randomisés en nutrition, il y en a quasiment pas. Et des suivis à plus de 10 ans, en fait, ça n'existe quasiment pas non plus. Donc la nutrition, c'est plus compliqué. Les seules données, en fait, qui sont assez robustes, c'est sur les produits transformés. Mhm. Et c'est, je pense, en ça où l'étude de ces villages était pertinente. C'est que c'est des villages qui n'étaient pas du tout exposés au mode occidental et à tous ces produits ultra transformés. Et donc, je pense que là-dessus, maintenant, on est assez formel pour dire que bah oui, ces produits qui sont pas très intéressants sur le plan nutritionnel et qui sont très riches en calories sont malheureusement assez nocifs pour la santé au global et donc à terme ont un impact négatif sur la longévité. Et enfin sur la communauté, pareil, on a moins de données, mais on sait aussi que c'est un impact assez majeur.
notamment sur les personnes les plus âgées. Celles qui sont en isolement social, en fait, sont celles qui vont malheureusement avoir moins de contacts, moins de sécurité, que ça soit d'aide au quotidien ou financière, et qui seront plus à risque de complications et d'événements. Ouais. Très bien. Donc, les hypothèses initiales de ce village de Sardaigne, il y a plusieurs dizaines, plusieurs décennies, ont été progressivement confirmées par les données de la science, à savoir, je le rappelle, l'alimentation, l'activité physique, le lien, la communauté, etc. Bien qu'il y ait du flou au départ, on peut quand même penser que ce sont de bonnes idées pour la santé. Du coup, parmi tous ces facteurs de longévité que tu as identifiés dans ces Blue Zones, est-ce qu'il y en a qui te paraissent plus pertinents à mettre en pratique, dans un cabinet de médecine générale par exemple, ou autre? Et surtout, comment nous les médecins, on peut encourager nos patients à adopter un mode de vie inspiré de ces principes? Parce qu'il y a vraiment deux choses différentes. Il y a le fait de le transmettre et puis surtout de passer à l'action. C'est super intéressant. C'est probablement la question la plus compliquée. En fait, donc ça, on est d'accord pour dire que sur le principe, c'est des concepts qui sont bien intéressants, qui favorisent la santé. La mise en pratique et l'information du patient, ça devient plus compliqué. On le sait tous, hein, on est toujours en speed au quotidien. C'est jamais simple et ça prend du temps d'aborder ces thématiques-là. Je pense néanmoins que c'est primordial. Euh, je pense que une manière assez simple en fait de l'aborder et d'ouvrir la discussion, c'est ne serait-ce que poser des questions en fait sur ces thèmes-là aux patients déjà, ce qui permet déjà d'ouvrir la discussion, savoir si au-delà de faire de l'activité physique, si les personnes marchent, si elles bougent, si elles sortent de chez eux, pour les personnes les plus âgées, si elles vont chercher leur baguette à pied. Je pense que c'est déjà une question qui peut être abordée. Au niveau de l'alimentation, savoir si elles cuisinent elles-mêmes, si elles mangent en communauté. Je pense que c'est déjà des questions qu'on peut facilement aborder au cours des consultations. Et après, savoir si, pour la communauté, savoir si elles peuvent avoir le soutien de quelqu'un si elles en sentent le besoin. Je pense aussi voilà, c'est des questions simples qu'on peut facilement aborder et qui peuvent déjà donner pas mal de renseignements. Déjà, ouvrir la discussion, ça peut donner lieu à avoir en fait des routines, des habitudes de la personne sur lesquelles on peut appuyer et sur lesquelles on peut s'appuyer pour l'aider à, à obtenir des effets bénéfiques. Et donc, je pense que voilà, ouvrir la communication et la discussion, c'est le premier point. Après, je pense aussi en tant que médecin, on peut être promoteur de ces, de ces points-là. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a plein de démarches intelligentes à faire. Et je pense aussi que l'intelligence de Dan Buettner, c'était son storytelling. Et c'est ça qu'il a su faire, c'était rendre sexy en fait la médecine préventive. Et je pense que c'est notre challenge au quotidien. Euh, donc là, faut être malin. Il faut savoir comment le faire. Ça peut aller de l'information en salle d'attente, donc une affiche en salle d'attente. Ça peut être la promotion d'associations de patients, ça peut être la promotion d'associations de personnes qui font de la marche, la promotion d'activités de marche, pourquoi pas organiser des activités de marche qui partiraient du cabinet. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de possibilités et je pense qu'en fonction de ton activité médicale, en fonction de ta patientèle, il y a des choses à proposer. Ouais. C'est super intéressant. C'est vrai que la facilité, c'est de faire peur et d'expliquer les futures complications des pathologies, alors que c'est beaucoup plus ingénieux de faire envie les gens et de leur promettre quelque chose de beaucoup mieux, un état de santé qui s'améliore pour leur permettre fonctionnellement de faire des choses qu'ils ne pourraient plus faire en promouvant des choses beaucoup plus vertueuses. Donc on peut, comme tu le dis, questionner longuement nos patients. Ça, je crois que c'est pas un scoop, c'est vraiment une recette qui marche à tous les coups dans nos métiers du soin. Donc je comprends qu'on peut leur poser des questions sur l'alimentation, voir ce qu'il y a dans leur assiette, sur leur activité physique. Il y a quand même des principes un petit peu plus touchy, comme trouver un sens à sa vie, être dans une communauté, parler de spiritualité. Ça, on sait que ça marche. C'est d'ailleurs recommandé par le Collège des médecins intégratifs dans son dernier ouvrage.
de promouvoir l'activité spirituelle, parce qu'on sait qu'avoir une spiritualité, c'est bon pour la santé. Et du coup, je constate que c'est quand même un peu plus touchy que recommander de bien manger, des produits bruts, de l'alimentation végétale, etc. C'est différent. Est-ce que tu aurais une astuce pour aborder ces dimensions peut-être un peu plus philosophiques ou sociales avec nos patients, parce qu'on a moins l'habitude de ça? Comment est-ce que tu fais toi en pratique? Est-ce que tu as des astuces là-dessus? Alors, non, j'ai pas d'astuce. C'est sûr que c'est compliqué parce que c'est des choses qu'on ne nous a pas forcément enseignées. C'est des choses sur lesquelles on a moins été entraîné. Non, là-dessus, j'ai pas de recette magique. Je pense que, en fait, faut pas avoir peur de lancer une discussion simple avec nos patients. Euh, et comme j'ai dit, simplement ouvrir la, la communication, la discussion là-dessus, sans trop être intrusif, parce que la difficulté, lorsqu'on touche à ce type de domaine, c'est d'avoir peur d'être intrusif. Mais de manière générale, en fait, les patients voilà, sont assez ouverts pour discuter de ça. Ceux qui ont de la spiritualité, ceux qui sont croyants, ceux qui sont pratiquants, en fait, ils sont assez ouverts à discuter de ça. Et donc, je pense qu'il faut juste simplement ouvrir la discussion, poser la question. Est-ce que voilà, vous avez une pratique religieuse? Est-ce que vous êtes pratiquant d'une religion? Est-ce que vous voilà, je pense que c'est juste des discussions, des simples questions qu'on peut ouvrir. Et encore une fois, juste ouvrir ces domaines-là permet ensuite d'obtenir des leviers, des pratiques, des routines, des habitudes sur lesquelles on peut ensuite s'appuyer pour donner les concepts de santé préventive. Et c'est en ça que je pense que c'est intéressant d'aborder ces thèmes-là. Donc, je comprends, j'entends qu'il y ait des peurs et des craintes de se lancer sur ces sujets qui peuvent être glissants. Mais encore une fois, je pense que ça reste important. Restons simples, sans être trop intrusif, et tout va bien se passer. Excellent. Est-ce que tu connais des exemples pratiques d'initiatives locales, des projets qui s'inspirent des zones bleues? Est-ce que tu en as en tête? Est-ce que ça existe quelque part dans le monde? Et est-ce qu'il y en aurait qui pourraient être adaptés à une communauté de patients ou qu'on pourrait mettre en œuvre en pratique? Est-ce que tu aurais entendu parler de ça? Et ben, en tout cas, Dan Buettner, lui, a créé sa société ici, Blue Zone, qui propose via des très grosses rémunérations de repenser l'organisation des municipalités aux États-Unis. Tiens Donc, non, ok. en fait, voilà, il s'est fait pas mal d'argent là-dessus et il propose de réorganiser les municipalités. En vrai, c'est assez intelligent parce que Qu'est-ce qu'il propose? ouais, il revoit le programme nutritionnel des cantines scolaires, il réorganise la ville, la mobilité centrée sur la marche et la mobilité via des vélos. En fait, c'est des principes simples, mais qui sont très 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 efficace. Donc après au niveau des données, ces données à lui, elles viennent de là, donc ça semble être très efficace, ça diminue la prévalence de diabète, de, de maladies cardiovasculaires. Voilà, ça semble très sain. Encore une fois, c'est pas des données scientifiques publiées, donc je ne sais pas, mais ça a l'air assez efficace. Euh, En dehors de ça, il n'y a pas vraiment on va dire, d'initiative très centrée Blue Zone, mais il y a quand même des volontés de santé publique un peu partout dans le monde et des municipalités voilà, qui essayent de créer de promouvoir la marche et de promouvoir l'activité en vélo, promouvoir l'activité physique, qui essayent d'organiser des cours de cuisine. Euh, Tout ça, je pense que Ouais. c'est des choses qui, à plus petite échelle, on va dire, au niveau d'une ville, sont des choses intéressantes. Après, nous, pour notre quotidien de médecin, comment on peut mettre en place ce genre d'initiative. J'ai pas connaissance, encore une fois, j'ai pas connaissance, moi, de choses très organisées. J'ai l'impression que c'est plutôt des initiatives individuelles, en tout cas au niveau de centres, de maisons de santé individuelles. Mais je sais qu'il y a des associations de patients qui essayent d'organiser, voilà, comme je l'ai dit, des groupes de marche hebdomadaires, ce qui crée d'une part l'activité physique, mais ce qui crée aussi l'aspect communautaire. Donc retrouver le même groupe tous les gens. Donc ça, c'est des choses toutes les semaines, pardon. Donc ça crée une activité et un soutien social. Donc on associe les différents bénéfices, donc ça c'est intéressant. Je pense que les Mhm. cours de cuisine, c'est aussi une autre forme intéressante d'activité communautaire et
qui permet aussi de s'informer sur ce qui est nutritionnellement intéressant et ce qui permet voilà d'améliorer sa santé au quotidien. Après, nous, en tant que médecins, je pense que déjà informer et promouvoir sur ce genre d'initiative, c'est quelque chose d'intéressant. Après, si on veut aller plus loin, euh, pourquoi pas voilà, lancer des sessions de marche avec certains patients ou identifier un patient qui semble être motivé par l'associatif et le bénévolat et s'associer à lui pour organiser ce genre d'initiative. Je pense que ça peut déjà être des pistes utiles et intéressantes. C'est clair, c'est une excellente idée. Hem, Maxime, je te remercie. Si tu devais retenir un seul message clé ou une ordonnance style Blue Zone à transmettre, à nos patients demain au cabinet, qu'est-ce que tu mettrais dessus? C'est vrai qu'on peut faire des ordonnances, c'est quelque chose de sous-coté, mais de conseiller des interventions non médicamenteuses à l'oral, c'est bien, mais les mettre par écrit, ça a une valeur un peu symbolique d'être écrit sur une ordonnance. Ça, je le conseille toujours, je le fais en pratique et ça marche très bien parce que c'est ordonné par le médecin et c'est beaucoup plus puissant qu'un conseil en l'air comme ça. Qu'est-ce que tu mettrais sur cette ordonnance? Ah, ouais, c'est hyper intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quelque chose d'écrit, c'est hyper. Ça permet de un peu graver dans le marbre les principes qui ont été étiquetés. Donc, c'est compliqué de retenir un seul point qui est généralisable à tout le monde. Euh, Encore une fois, moi, je me reposerai sur ces trois grands piliers qui me semblent intéressants, c'est-à-dire le mouvement, l'alimentation, nutrition et la communauté. Je pense qu'il faut savoir l'adapter un peu au retour du patient qui a été fait, mais je pense que si on arrive à mettre 3 points en miroir à ces concepts-là, ça peut être intéressant. Donc ça peut être marcher un peu tous les jours, ça peut être si le patient a ce genre de device, montre connectée, mettre un objectif de pas au quotidien, un objectif d'aller chercher sa baguette à pied. Je pense que c'est juste favoriser le mouvement, jardiner, bricoler, essayer voilà, vraiment mettre la lumière sur ce genre d'activité qui permet de faire du mouvement au quotidien. Je pense que c'est déjà un premier point. Le deuxième point, bah, m- éviter les produits ultra transformés, donc manger simple, manger du vivant. Je pense que c'est un concept qui est assez généraliste, qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, c'est en ça où c'est compliqué la médecine préventive. Je pense que c'est pour ça qu'il faut essayer de la personnaliser un peu pour qu'elle ait un impact. Et puis après, le troisième point, essayer de réactiver des contacts de soutien social. Donc ça peut être de la famille ou ça peut être des amis, mais voilà, favoriser ou en tout cas mettre en, en lumière et mettre en lumière le côté bénéfique du soutien social. Je pense que c'est important d'essayer de motiver ces patients à garder un tissu social. Donc voilà, participer à ces activités, comme on l'a dit, et recontacter des proches, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est utile pour les personnes et surtout les personnes les plus âgées. Ouais. Excellent, merci beaucoup Maxime pour tous ces conseils. C'était très, très informatif, très pratique. On sait ce qu'il nous reste à faire. Je te remercie infiniment. Je vous recommande de vous abonner à 2 newsletters. La première, c'est celle du podcast, Super Docteur. Vous avez les liens dans les notes. Je vous fais une fiche pratique que j'envoie tous les vendredis. Et évidemment, celle de mon invité Maxime Léger à la source. Euh, Grande qualité de cette newsletter avec notamment beaucoup de ressources scientifiques. Avant de te remercier une dernière fois chaleureusement, est-ce que tu peux en profiter pour nous raconter brièvement un peu ton quotidien ici et qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui change par rapport à la France? Tu es à San Francisco, je le rappelle. Je crois que tu rentres dans pas longtemps. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu vraiment ce qui est différent, ce qui t'étonne, ce que tu aimes, ce qui te manque avant de se dire au revoir, Maxime? Avec plaisir. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Donc déjà, je travaille dans un hôpital universitaire. Donc, de toute façon, globalement, ici, le système est complètement privé. Donc, c'est en ça que c'est différent. Il y a des aides fédérales, il y a des hôpitaux qui sont soutenus par des aides fédérales, mais c'est globalement quand même plus de 60% des financements privés. Donc, c'est chaque patient finance lui-même sa propre sa sécurité sociale, donc sa santé. Euh, Ce qui est vraiment différent au niveau de la pratique, je dirais de la médecine générale, c'est qu'il y a pas de, il y a peu de cabinets en fait, il y a peu de praticiens individuels. C'est organisé au sein de structures, de petits hôpitaux, de petits centres de santé qui sont rattachés dans des grands réseaux euh, organisés autour des assurances.
Donc c'est vraiment tout un autre système de santé. Donc c'est en ça que c'est complètement différent. Moi, j'exerce l'anesthésie, je suis dans un hôpital universitaire. Ce qui me choque le plus au quotidien, en tout cas ce qui est vraiment différent au quotidien, c'est que notre activité est vraiment découpée. On rentre dans une case, on fait, c'est l'impression d'être un peu à l'usine, hein, c'est on a notre activité qu'on répète au quotidien. Je pense que ça permet de sécuriser le soin, en tout cas d'avoir Hmm. un processus qui est assez clair et organisé. Mais c'est un peu plus aliénant pour la pratique médicale, et c'est en ça où je pense que ceux qui ont envie de liberté, ceux qui ont envie de polyvalence pourraient être un peu déçus de la pratique médicale aux États-Unis. Excellent. Merci pour ces derniers mots. Je te souhaite une très bonne journée parce que le soleil se lève. Je le vois à ton visage là. Je vois les rayons du soleil à De rien, travers, à travers le store qui commence d'arriver. Je crois que ta fille vient de se lever. Je te souhaite une excellente journée, Maxime, et je te dis un grand merci. À bientôt. merci pour l'invitation et merci à tous.